Après, ça dépend aussi si je suis en train de composer ou de chanter pour moi ou pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un d'autre qui me demande une production, à ce moment-là, je vais lui dire qu'est-ce que toi t'entends? Est-ce que tu as des références? Je vais essayer de comprendre l'univers qui cherche à atteindre ou qu'elle cherche à atteindre. Et de là, je vais essayer de, en partant du même point de départ des quelques notes, j'aurai une direction un peu plus précise, on va dire, à respecter. Hello, bonjour, je suis Eline Pérez et vous écoutez le podcast Are You an Artist? Épisode bonus en français avec, pour finir cette série en beauté, le seul et l'unique Antonin Pérez, alias Le Wave. Mon frère est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il est très créatif et très motivé, il a commencé très tôt à faire de la musique. Il nous parle donc du rap, de la production de musique et de faire à manger pour ceux qu'il aime, puisqu'il est extrêmement généreux. Antonin Pérez, c'est parti. T'imagines, on s'invente en accent pendant l'enregistrement. Alors tu commences à parler comme ça et puis après tu te laisses prendre au deux et t'oublies de t'arrêter. Il va être long l'enregistrement. Oui, il va être long. Comment je dois fatiguer les gens de mon entourage en fait. Ouais, je pense. Heureusement que t'es ma sœur, parce que sinon... Heureusement que je suis moi, comme ça j'ai pas à me supporter en tant qu'autre individu. Ah là là. Bon, tu sais comment je commence chaque épisode ? Il y avait une lettre dans le premier épisode, C'est bien. Puisque tu es mon technicien du son officiel. Je suis ton technicien officiel. Le compositeur de ton générique. Donc, et le compositeur de mon générique, s'il y a un problème, je vous invite tout de suite à aller contacter Antonin Pérez ou Le Wave, puisque ce serait sa faute. Ma faute. Et tu te démerdes, hein, c'est ton podcast, pas le mien. Allez, je vais te lire ma lettre. Je t'écoute. Tu m'écoutes ? Je t'écoute. Cher Anto, cher frérot, j'avais hâte de faire cet épisode avec toi, puisque nous avons eu la même éducation et que nous avons tous les deux choisi un parcours un peu différent de ce qui était prévu pour nos études. Je me souviens de toi enfant, curieux de tout et sûrement parti pour devenir ingénieur. Tu posais plein de questions, tu touchais à tout, quitte à casser des objets. J'étais parfois un peu méchante avec toi, car jalouse de cette curiosité et de ta capacité à t'amuser, alors que pour moi, la vie était sérieuse et beaucoup moins marrante. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, je ne suis plus jalouse, je casse des objets à mon tour. On a changé des rôles. Et j'étais ravie de te redécouvrir quand tu as commencé à écrire, composer et chanter. J'admire la manière dont tu vis ta vie, en travaillant toujours pour t'améliorer et en gardant cette curiosité de tout, mais aussi cette bienveillance et gentillesse que tu as toujours eue. Il est temps de passer à la première question du podcast. Est-ce que tu te considères comme un artiste ? Wow. Très belle lettre. J'ai beaucoup apprécié. Je te remercie. Est-ce que je me considère comme un artiste ? La question, elle est à la fois compliquée et pas tant. Je pense que je me considère comme un artiste, et étant donné que je fais de la musique, que la musique est un art, par déduction, je suis un artiste, oui. As-tu fait une filière scientifique au lycée ? Oui. Et est-ce que tu as un premier souvenir créatif ? Ouais, j'ai un premier souvenir créatif, musical même. Je vais te raconter comment j'ai commencé la musique. C'est parti. Alors, quand j'étais en moyenne ou grande section, je pense que c'était grande section, on avait un intervenant qui était venu à l'école et qui avait ramené tout plein d'instruments. Et je me souviens qu'on s'était tous, à ce moment-là, jetés sur le violon. Et je l'avais pas eu la première fois. Oh, waouh ! Et je l'avais eu la deuxième fois qu'il était venu. Et de là, je me suis dit, waouh, quel instrument incroyable. Parce que je voyais juste ce que j'entendais de mon point de vue et pas de celui des autres. Et de là, je me suis dit, mais je vais faire du violon, ça va être super. C'est trop cool. C'est fou. Et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant ? Qu'est-ce que je voulais faire comme dans la métier vie ? plus tard, oui. Comme dans métier la vie. plus tard ? Je voulais être inventeur. Je voulais inventer des choses.
Et je me rappelle qu'à chaque fois, j'allais voir papa et je lui disais « Papa, papa, je vais inventer ça !» Il me disait « Ça existe déjà, en fait. » Ça a brisé mes rêves. Et quand t'avais 13-14 ans aussi, tu voulais être inventeur ou tu commençais à... Non, il y a eu... tant que j'étais violoniste, je voulais être inventeur et travailler dans les sciences. Et c'est quand j'ai arrêté le violon pour me mettre à la batterie vers l'âge de 15 ans où je me suis dit, je vais être batteur professionnel, ça a l'air trop bien. Ah oui! Je voulais être une rockstar. Ah oui! Puis après, j'ai compris que le rock, c'était pas la musique la plus développée aujourd'hui. C'était assez compliqué de rentrer dans un groupe de rock déjà formé et d'en créer un, surtout que je faisais de la batterie depuis 2-3 ans à ce moment-là. J'avais pas forcément le niveau et du coup, de là, je me suis redirigé vers d'autres musiques. Et quand est-ce que tu as commencé à écrire et chanter ? Ça, c'est quand j'ai arrêté la batterie, quand j'ai déménagé à Paris. En déménageant, j'ai pas pu ramener ma batterie parce que appart parisien oblige, tu peux pas vraiment mettre de la batterie sans casser les couilles à tout le monde. Donc, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, je vais composer et produire par ordinateur. Et j'avais un bon pote dans ma classe qui maîtrisait beaucoup le sujet. Et du coup, j'allais chez lui tous les jeudis pour qu'il m'apprenne des choses et tout ça. Et un jour, au lieu de faire une prod, de faire une instrumentale, il m'a dit, aujourd'hui, j'ai pas envie, viens, on rappe. J'ai fait, vas-y, j'ai jamais fait ça, mais vas-y. Et de là, j'ai fait, mais c'est trop cool en fait. Et comme lui avait déjà une bonne expérience dans le milieu, il a pu m'enregistrer, me mixer correctement, c'est-à-dire que j'avais un son qui ressemblait à quelque chose à la fin de cette journée. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est pas si compliqué. Et j'ai découvert plus tard que si, c'était super compliqué. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire et à chanter. Et tu penses que si t'avais tout de suite vu à quel point c'était compliqué, t'aurais pas forcément continué ou si ? Si, parce que globalement, mes rêves ont été brisés super rapidement par un autre ami, un très très bon chanteur harpsez, qui m'a pas brisé directement, mais qui venait très souvent chez moi pour faire de la musique. Et à chaque fois que je chantais, je voyais dans son regard que il voulait pas me le dire que c'était mauvais, mais c'était mauvais. Tu sais, je lui demandais, est-ce que t'as bien aimé ? Est-ce que je me suis... Il fait, ouais, franchement, tu t'améliores, tu fais des progrès. Bon, c'est pas encore complètement ça. Et du coup, de là, moi, j'avais juste envie qu'ils me disent, c'était trop bien. Du coup, c'est pour ça que j'ai continué aussi. Et c'était comment tes études ? BTS audiovisuel. Ça a très très bien démarré. Au départ, j'étais très très assidu. J'adorais ce que proposait l'école. Parce que rien qu'on avait des enceintes, pour moi c'était fou, tu vois. J'avais toujours eu les petites enceintes de merde sur mon bureau. Là, il y avait des grosses enceintes qui faisaient du son super fort. On jouait avec des micros, des consoles. C'était assez fou. Après, très rapidement, première année, il y a eu le Covid qui est arrivé. Du coup, ça a créé une espèce de rupture où là, les cours à distance, c'était plus compliqué, on va dire, à suivre. Mais après, j'ai quand même bien vécu tout mon BTS. Surtout, ce que j'en retiens, ça va être les rencontres que j'ai fait là-bas et la base technique que ça m'a apporté, parce qu'aujourd'hui, j'utilise assez peu ce que j'ai appris vraiment là-bas, mais je peux comprendre beaucoup plus de choses grâce à ce que j'ai appris. Et surtout, les gens avec qui je travaille aujourd'hui, c'est des gens que j'ai essentiellement rencontrés à ce moment-là, du coup. Sympa. C'est surtout pour ça. Et est-ce que tu avais l'impression de pouvoir t'exprimer aussi pendant tes études ou pas forcément ? Alors, pas dans le cadre du BTS, parce que on avait un professeur qui était assez terre à terre, on va dire, et qui savait à quel point le milieu de la musique était bouché, et qui du coup ne nous encourageait pas forcément à poursuivre dans cette voie-là. C'est-à-dire que je me souviens d'un jour où on était allé dans une salle, on avait branché nos micros, nos cartes son, on avait fait tous nos réglages pour faire de la musique. Il avait débarqué, il avait fait non, vous me débranchez tout ça, ici on fait pas ça. Au final, il a fini par abandonner avec les gens qui sont arrivés après nous, parce que eux, dans la salle principale, ils faisaient que des morceaux. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour la musique. Et, je savais pas ça.
parce qu'il voulait être soit musicien, soit travailler dans le monde de la musique. Et c'est vrai que c'était un domaine d'études qui était beaucoup plus centré sur la télé, la radio, un petit peu le cinéma, Mhm. mais un des trucs assez complexes avec le cinéma en partie et aussi la musique, c'est que comme c'est des domaines artistiques, il n'y a pas vraiment de règles précises. Il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas, Mm. mais tout est toujours... Enfin, on peut pas enseigner de manière factuelle de cet art parce que tout le monde peut faire un peu de la musique comme il l'entend Mhm. et ce sera toujours de la musique. D'ailleurs, que penses-tu du solfège? C'était compliqué, hein. C'était un moment difficile le samedi matin de se lever, d'aller faire 1 heure et demie de cours là-dessus. Après, c'est un peu comme l'école, c'est-à-dire que j'ai toujours réussi à y trouver mon compte en essayant de rigoler avec les gens qui étaient là-bas. Mhm. Mais on va dire que c'est pas ça qui m'a poussé à continuer. Hmm. Et quand tu crées une chanson, une prod, comment les idées viennent à toi? Ça dépend beaucoup. Euh, Très souvent, moi j'aime beaucoup créer à plusieurs. Je trouve qu'il y a tout de suite quelque chose de plus intéressant. Mhm. Et au même titre que on peut pas écrire un livre sans écrire, bah, on peut pas faire de la musique sans en faire. C'est-à-dire qu'on va commencer à pianoter un petit peu, si on a une guitare, à jouer quelques notes pour essayer de trouver un début. Et ensuite, en fonction du début qu'on va trouver, on va se dire, tiens, on se dirigerait plutôt dans cette direction ou dans celle-ci. Après, ça dépend aussi si je suis en train de composer ou de chanter pour moi ou pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un d'autre qui me demande une production, à ce moment-là, je vais lui dire, qu'est-ce que toi t'entends? Est-ce que tu as des références? Je vais essayer de comprendre l'univers qui cherche à atteindre ou qu'elle cherche à atteindre. Mhm. Et de là, je vais essayer en partant du même point de départ des quelques notes, j'aurai une direction un peu plus précise, on va dire, à Mhm. respecter. Est-ce que tu as une préférence entre travailler tout seul ou travailler pour d'autres artistes? Les deux sont super intéressants. Pour l'instant, j'ai une préférence à travailler pour d'autres artistes parce que ça a ce côté plus agréable de on est plusieurs dans la même pièce. Mhm. Et quand on fait de la musique, l'avantage c'est que ça rigole énormément, ça discute beaucoup. C'est pas juste un aspect de on est là pour uniquement créer, c'est aussi un moment vraiment d'échange et de discussion. Et c'est vraiment ce truc-là qui est incroyable. Hmm. Quand on est tout seul, c'est assez différent comme exercice. C'est quelque chose de beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus introspectif. Mhm. C'est-à-dire qu'on va se concentrer vraiment sur qu'est-ce qu'on ressent. Et c'est quelque chose aussi qui est beaucoup plus dur. euh, Pas dans le sens de la difficulté, mais dans le sens de... on se rend beaucoup plus vite compte de nos limites et de... Tiens, qu'est-ce que je vais raconter? Oh tiens, il y a telle émotion qui me marque, sauf que je me sens vulnérable si je partage cette émotion, du coup je sais pas comment faire pour la partager. Mhm. Et c'est pour ça que je pense que pour l'instant travailler à plusieurs, c'est ce qui me convient le plus. Hmm. Et qu'est-ce que tu préfères dans ce processus créatif? Le tout début, le milieu quand c'est un peu le bazar ou la fin quand c'est terminé? C'est- Alors, j'aime beaucoup les trois. Le début, il y a un côté plus social, c'est le moment où on va discuter, où on va se raconter nos vies. Je vais prendre l'exemple d'Aaron avec qui je travaille le plus souvent. C'est-à-dire qu'elle va arriver au studio. euh, Première chose qu'on va faire, c'est on va se servir un truc à boire. Souvent, elle me ramène une canette ou quelque chose comme ça. Et puis, on va se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies pour que moi aussi, je puisse comprendre ce qui lui est arrivé, dans quelles sont ses dispositions émotionnelles de la journée, pour voir vers où on va se diriger. Et c'est vraiment un moment d'échange qui est assez intéressant. Ah, c'est fou ça. Le milieu, c'est le moment où on est le plus dans le flux, on va dire. Mhm. C'est-à-dire que c'est un moment qui est assez exceptionnel parce qu'on peut se laisser porter
Et on a l'impression que tout se fait assez naturellement. Mhm. Et ça dépend encore des fois. Il y a des morceaux où on est vraiment en train de ramer. Et la plupart du temps, c'est qu'on n'a pas pris la bonne direction. Ouais. Mais en temps normal, c'est quelque chose qui est assez agréable parce que ça enchaîne. Il y a ensuite une partie qui est très longue, comme au-delà d'être compositeur, je suis ingénieur du son. Il y a toute cette partie qui est à la fois agréable, à la fois très dure de repasser encore et encore et encore, réécouter la musique énormément de fois pour trouver le moindre petit détail à améliorer, tout ça. Mhm. Et ça, tu Et le fais en une traite ou tu es obligé de prendre des pauses parce que sinon... souvent, je prends des pauses et souvent, c'est des processus qui durent plusieurs semaines. Ah oui. Parce que je vais le faire en 2-3 jours, on va dire. Ensuite, je vais l'envoyer à l'artiste. Mhm. L'artiste va me dire telle chose me convient, telle chose me convient pas. On va reprendre, je lui renvoie et ça va être des allers-retours comme ça. Et à la fin, qui est quand même ce moment très agréable, mais un peu nostalgique, où ça y est, c'est terminé, t'es trop content de ton résultat, mais du coup, tu repenses à tout le chemin que t'as parcouru pour atteindre ce résultat, et t'as un petit peu cette nostalgie du truc. C'est pour ça, je trouve un petit peu des choses agréables dans chaque étape, on va dire. Et ça prend combien de temps de créer à peu près un morceau? Voilà, ça dépend beaucoup, beaucoup de ton morceau. Mm. Il y a des morceaux qui peuvent être pliés en 1 heure, et il y en a d'autres qui vont prendre plusieurs mois, plusieurs années, ça peut arriver. Et par exemple, pour Aaron, les projets qui sont sortis, pareil, il y en a qui ont été beaucoup plus rapides que d'autres, des musiques ou... Alors, ouais, il y a des musiques qui étaient faites en... C'est jamais en 1 heure, parce qu'on prend le temps de discuter, on prend le temps d'y aller tranquillement. Il y en a qui vont être prêtes en 1 soirée, on va dire. Mm-hmm. Ou alors, on a la maquette à la fin de la soirée et on se dit, bon, on n'aura plus qu'à faire l'enregistrement final. Mais en général, on est sur 4-5 mois de... elle vient, on fait des maquettes, on fait des trucs comme ça. Une petite semaine où on va discuter, on va prendre le recul un peu sur tout ce qu'on a fait et on va se dire, ok, on enregistre définitivement tous ces morceaux. Mm-hmm. Ensuite, ça dépend, on enregistre 1 ou 2 morceaux par jour quand il faut faire le projet. Mm-hmm. Et après, c'est une question de 1 mois et demi, où moi je suis en train de faire les mix, le mastering, et puis de faire les allers-retours pour qu'on ait le truc qui... C'est quoi le mastering? Le mastering, alors le mix, c'est le fait de traiter toutes les pistes individuellement. Mm-hmm. Le mastering, ça va être un processus qui est beaucoup plus complexe, qui va être de traiter la piste en elle-même, la piste finale. Mm-hmm. Le mix, je considère que je le fais professionnellement maintenant depuis peu. Le mastering, c'est quelque chose qui prend quand même des années et des années à venir. À faut masterer. comprendre. Faut comprendre les processus et surtout, ça va beaucoup plus... Pas beaucoup plus vite, mais c'est plus intéressant quand on a des machines qui vont intervenir, c'est-à-dire quand on a du matériel un peu plus professionnel. Mm-hmm. Et du coup, c'est pour ça, c'est quelque chose qu'il faut en général confier à des véritables ingé-son mastering. Mm-hmm. Mais après, c'est des gens qu'il faut payer. Et du coup, quand on est un artiste en développement, en général, on a assez peu de budget. Oui. Et du coup, c'est plus simple de faire tout faire par la même personne, se dire, ok, ce sera un peu moins qualitatif. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens l'entendent pas forcément. Oui. Le temps qui a été passé au mix, le temps qui a été passé au mastering. Et justement, c'est aussi le but de ces étapes-là. C'est que les gens ne l'entendent pas et que les gens se disent juste waouh, l'émotion elle passe et Mm-hmm. qu'il n'y ait pas ce frein de le son est pas ouf. Mm-hmm. Et quand tu produis d'autres artistes, tu travailles un peu sur les paroles ou pas du tout? Ouais, mais ça va pas être comme quand je le faisais uniquement pour moi. Ça va plus être si l'artiste est bloqué un peu dans son texte, je peux lui le débloquer en lui trouvant une rime, en lui trouvant une phrase à dire, ce genre de choses. Mm-hmm. Ou alors, si quand l'artiste pose, je suis pas forcément très emballé par ce qu'il vient de faire, ou alors je me dis, tiens, si on changeait juste ça, ça pourrait être formidable, bah, je propose l'idée. Après, c'est toujours l'artiste qui a le dernier mot, et ça, c'est valable dans tout, c'est-à-dire que l'artiste qui défend le titre, l'artiste qui va incarner le morceau,
c'est lui qui va prendre toutes les remarques, qu'elles soient positives ou négatives, sur le morceau. C'est pour ça que je préfère toujours laisser le choix à cette personne pour ne pas être responsable, on va dire, de critiques négatives qui se prendraient, et ça peut être assez douloureux. Est-ce qu'il y a un morceau que tu as créé, produit, dont tu es particulièrement fier ? Il y en a plusieurs. Waouh ! Mais il y en a deux que j'aurais en tête. Le premier, ce sera Mauvaise Nouvelle, issu du projet Toutes mes larmes de Aaron. C'est un morceau que j'ai créé en collaboration avec le beatmaker G1. Et j'étais très très fier de ce morceau parce que je trouve qu'il a vraiment une atmosphère très planante et très intéressante. Les paroles sont assez touchantes. Tout le morceau a vraiment une espèce une âme que je trouve super intéressante, qui est à la fois dansante et à la fois planante. Je trouve que ça fait un bon compromis et c'est un très très beau morceau. Et l'autre, je dirais que c'est Bad Days, que j'ai produit avec Le Facteur. Donc on était deux pour composer ce morceau. Et celui-ci, je me souviens, je l'avais commencé tout seul. Avec Aaron, on avait fait une première maquette. Et c'est ensuite Le Facteur qui est venu chez nous et qui a émis des idées. Du coup, je l'ai invité à retoucher le morceau un petit peu avec moi. Et on a vraiment passé beaucoup de temps dessus. On avait fait une première version qui était beaucoup trop électro, très David Guetta. Et du coup, Aaron, quand on lui a envoyé, nous, on était trop fiers de nous. Elle a dit, bah non, du coup, parce que c'est vraiment pas le but. Mais Bad Days, je pense qu'il me marque un petit peu plus parce que c'était la première fois que je faisais un morceau qui était aussi écouté. C'est-à-dire qu'on a dépassé il y a quelques semaines les 100 000 streams sur Spotify. Moi, j'avais jamais un morceau qui avait été autant écouté. Et c'est aussi pour ça que je trouve ça assez gratifiant de travailler avec d'autres artistes. C'est que l'autre artiste, notamment Aaron, a une portée beaucoup plus grosse que ce que j'avais quand je rappais pour moi. Et du coup, on peut vraiment partager sa musique avec beaucoup plus de monde. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et comme Aaron est quand même en train de monter en ce moment, est-ce que tu sens plus de pression quand tu l'as produit ou pas forcément ? Alors, quand on est en session de composition, pas du tout. Parce que c'est un moment où même si on sort pas de morceaux dans la soirée, c'est pas grave, ça arrive. Et je sais que de toute façon, ça fonctionne. Et que c'est pour ça qu'elle a une équipe avec plusieurs personnes. C'est-à-dire que même si moi, j'arrive pas à la produire, on appelle G1 ou Le Facteur et eux arriveront à faire quelque chose. Par contre, pour tout le côté technique, ingé son, là, je ressens un peu plus de pression parce que il faut que le morceau soit de mieux en mieux. Et en plus, des professionnels vont m'écouter. C'est aussi ma carte de visite, c'est-à-dire que les gens vont m'appeler pour ça ensuite. Du coup, dans la création, je dirais non, mais dans l'aspect technique, ouais, un petit peu plus. Et quand tu es en concert, qu'est-ce que tu ressens ? Beaucoup, beaucoup d'adrénaline. C'est assez génial de voir des foules de gens sauter sur des morceaux qu'on a construits avec notre petite main. Après, moi, dans les concerts, pour l'instant, j'ai pas un rôle qui est énorme, on va dire. J'aimerais bien prendre un petit peu plus de place dans le futur. Peut-être jouer plus d'un instrument, de clavier, quelque chose comme ça. Pour l'instant, je suis plutôt à la croisée du DJ et de l'ingé son. David Guetta ? Pas exactement. Mais je suis là, et je suis aussi là surtout en soutien d'Aaron, parce que c'est sûr que c'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un qui est là pour régler les soucis quand tu chantes. Et j'ai l'expérience d'avoir fait des concerts pour moi où c'était à moi de tout gérer. Et c'est plus compliqué de se donner à fond, sachant que j'ai passé les 30 premières minutes à installer tout le matériel. Et j'ai eu l'autre expérience où j'avais Arp16 qui était là pour moi, qui a pu être un peu mon technicien le soir d'un de mes concerts. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa de se dire, s'il y a un problème, c'est pas à moi de le régler. Ouais. Moi, j'ai juste à m'amuser avec le public.
Et voilà. Et c'est quoi ton style de musique préféré? Je dirais le rap de toute évidence, c'est le rap. Après, c'est quand même une musique qui est super large maintenant. Mhm. Parce que, et d'essence d'ailleurs, le rap, c'est une musique qui va piocher un peu dans tous les genres qu'on peut imaginer Mhm. pour créer. Et c'est ça que je trouve super intéressant dans cette musique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de barrière. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont beaucoup de gens se plaignent en ce moment, c'est que tout et rien est à la fois du rap. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont connus en tant que rappeurs, mais qui ne rappent pas du tout, qui chantent, mais qui ont Ok. des instrumentales qui reprennent les codes du rap, un visuel qui reprend ces codes-là, Mhm. au même titre qu'il y a beaucoup de rappeurs qui vont rapper sur des prods qui ne seront pas du tout euh, affiliés à ce style de base, mais comme ils rappent, ça vient créer quelque chose. Et c'est pour ça, c'est un style de musique assez large, et c'est pour ça Hmm. que je pense que c'est mon style préféré. Hmm. Et sinon, est-ce qu'il y a un autre domaine d'art, dans l'art qui t'intéresse plus que les autres? Au-delà de la musique, je pense que mon domaine préféré, ça va être le cinéma, ou en tout cas le son à l'image. Hmm. Ça va être des domaines que je trouve vraiment très intéressants parce que euh, c'est quelque chose qui est encore une fois construit en équipe en général Mhm. et, euh, et du coup on voit vraiment chacun donner de son mieux dans certains domaines et un film peut être super touchant parce que les acteurs sont bons, le réalisateur est bon, la lumière est belle, Hmm. il y a des beaux effets spéciaux et je trouve vraiment que c'est des contenus qui se regardent avec beaucoup de plaisir. Là où j'ai pas encore, je sais pas si c'est l'éducation ou si je suis pas encore assez mature pour apprécier autant une toile d'un grand peintre ou, euh, ou une belle sculpture. Mhm. Ouais, je dirais plutôt le cinéma du coup. Mhm. Et en tant qu'être humain sur la planète Terre, quelle est ton émotion préférée? Mon émotion préférée, je pense que c'est, je dirais la nostalgie. C'est vrai? C'est une super belle émotion qui te permet d'être heureux et triste en même temps et Mhm. du coup de procurer cette petite adrénaline de la tristesse, mais en même temps, tout va bien dans ta vie, du coup, tu peux apprécier. Et c'est aussi des moments qui te font regarder en arrière et te dire, waouh, j'ai fait tout ça. Hmm. Et je trouve ce moment trop beau de pouvoir juste prendre une pause, regarder ce que tu as construit et te dire, c'est moi qui ai fait ça. Ça t'arrive souvent de prendre une pause et regarder en arrière ou c'est quand même assez rare? J'essaye de le faire de plus en plus, de profiter de plus en plus. Ça m'arrivait très très peu avant. Là, je dirais euh, que je le fais un peu plus souvent. C'est souvent quand on fait des tâches assez mécaniques qu'on peut, qu'on peut vraiment réfléchir correctement. Mhm. Je pense à quand j'étais petit, là où je le faisais le plus, c'était quand on partait en vacances et que j'allais faire de la plongée ou quoi. Je pouvais rester des heures dans l'eau juste à réfléchir. Mhm. Et bah, j'avais pas de devoir, je devais pas faire quelque chose en particulier. J'étais un peu libre de juste traîner avec mes pensées. Et aujourd'hui, je pense que je le retrouve en partie dans le vélo. Je me déplace beaucoup en vélo. Et c'est des moments où bah, je connais mes chemins, je sais comment y aller. Des fois, je suis à une heure et demie de vélo. Bah, je vais les faire. Et du coup, soit j'écoute un podcast, à ce moment-là, je suis concentré sur ce que d'autres personnes disent. Soit je vais écouter de la musique. Et si c'est une musique que je connais déjà, je vais pouvoir être plus avec mes pensées et puis Hmm. revivre ces moments. Hmm. Et quelle est ta force, Ma force. à part que tu es grand et fort? Je pense que
si on demandait aux gens qui m'entourent et aux gens avec qui je travaille, ma force, ça serait plutôt dans le calme et aussi dans ce truc de je me prends pas forcément la tête et j'essaye de comprendre les autres. C'est-à-dire que je vais pas tout de suite être dans la panique dès qu'il m'arrive un truc de mal. Je vais réfléchir, je vais dire bon, ok, il m'arrive ça. Comment on peut faire en sorte que d'en tirer du positif en fait. Du coup, ouais, je dirais le calme Et c'est quelque chose que tu as toujours eu ou que tu as développé? Je pense que c'est quelque chose que j'ai développé. Mais je saurais pas te dire si je l'ai toujours eu. C'est quelque chose d'assez naturel quand même. Oui. Mais c'est quelque chose que j'ai développé, je pense, justement en prenant ces moments de réflexion, en faisant de la musique. Il n'y a rien qui est pressé. On prend notre temps. En plus, je suis dans un domaine où ça fait depuis que ouais, j'ai 15 ans maintenant que je travaille dans la musique. Donc ça va bientôt faire 7-8 ans. Bon, je suis plus à ça près maintenant, je peux encore attendre quelques années. Et en attendant, tout ce que je vis, c'est des expériences qui servent à nourrir mon art. Et du coup, je suis moins pressé qu'avant. Et est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu aimerais t'améliorer? En dehors de la musique ? Oui, ou dans la musique. Dans la musique, il y a beaucoup de domaines. J'aimerais être un très bon guitariste, un très bon pianiste et un très bon chanteur. Et un très bon batteur. Pouvoir jouer de n'importe quel instrument comme ça, ce serait assez formidable. Mais au-delà, si on sort vraiment de la musique, j'ai envie de continuer à m'améliorer en cuisine. Ok. Parce que c'est quelque chose que je trouve très gratifiant. Mhm. C'est un peu ma manière de montrer aux gens que je les aime, c'est en leur cuisinant un plat. D'ailleurs, merci. De rien. Et du coup, ouais, en cuisine, c'est vrai que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, je tombe sur beaucoup de recettes. Mhm. Du coup, je peux essayer des nouvelles choses, avoir des nouvelles idées. C'est quoi ton Mais plat préféré d'ailleurs? mon plat préféré, Oui. c'est compliqué, hein. Il y a 2 plats que j'adore, que je fais énormément, c'est les lasagnes et les bols avec steak végé haché. Ce qu'on va manger ce soir? Ouais, c'est ça. Yes. Un peu de poireaux, un peu d'avocat. Mais plat préféré, sinon, je pense que ce serait soit des spaghettis bolognaises, soit des lasagnes. Ok. Parce que quand on était petit, je me souviens, c'était quand papa rentrait le vendredi soir à la maison, c'est maman qui cuisinait et c'était soit des spaghettis bolognaises, soit des lasagnes. Et du coup, c'était le moment où on était un petit peu tous réunis. C'est vrai que c'était Et chouette. c'était un bon le moment. vendredi soir, ouais. En plus, c'était la fin de la semaine de l'école. Souvent, on regardait NCIS en attendant que papa rentre. Oh oui! On était trop petits pour, mais on nous laissait quand même regarder. C'est fou. Et qu'est-ce qui te fait peur dans la vie? La solitude. Enfin, à la fois, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mhm. Et encore plus depuis que je ne vis plus tout seul. Parce que c'est devenu un moment assez rare et du coup, j'arrive à plus l'apprécier. Mais Mais t'as sinon, jamais vécu tout seul, non? J'ai jamais vécu tout seul, mais j'ai quand même souvent été seul. Mhm. Bien que je vivais avec des gens, avant j'étais en colocation Mhm. avec 2 personnes différentes. À chaque fois, ça se passait très bien. Mais il y avait toujours des moments où j'étais seul parce que l'autre vivait sa vie. Oui. Et du coup, c'est des moments où des fois c'était compliqué. Mhm. Et même, je me souviens en sortie de Covid, quand je suis rentré à Paris, parce que mes cours reprenaient, ma colocataire n'était pas là pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et je me souviens que c'était quand même assez spécial de rentrer. Tu viens de passer quelques semaines tout le temps à la maison avec du monde, et là tu te retrouves tout seul dans un petit appartement. Et en plus, à ce moment-là, j'avais cours en présentiel 2 fois par semaine. C'est-à-dire que le reste du temps, j'étais chez moi, Yes. tout seul. Et je me souviens, le moment où j'ai ressenti le plus la solitude, c'était quand on était dans cette période et que la chaudière avait cassé, que mon propriétaire était en vacances, du coup qu'on pouvait pas accéder à la chaudière.
et que j'ai attendu une semaine avant qu'elle soit réparée. C'est-à-dire que c'était l'hiver, j'étais un peu seul, il n'y avait pas d'eau chaude, j'avais froid et j'étais... La mort. Ouais, c'était un peu ça. Je crois que c'était sorti du deuxième confinement, parce que premier confinement, ça devait pas être... En plus, entre les ça en était. confinements. Ouais, c'était vraiment... Quel est ton plus grand désir? Mon plus grand désir, c'est de vivre correctement de ma musique et d'être heureux avec les gens qui m'entourent. C'est le plus important. Puis j'ai envie de voyager aussi, mais ouais, le plus important, c'est de pouvoir faire ce que j'aime avec les gens que j'aime. Et c'est tout. Voyager où? Au Japon, hein. Il n'y a pas mille ans. Japon, Canada, c'est des rêves de gosse. Depuis quelques années, là, je pense de plus en plus à beaucoup d'autres pays. Ok. La Thaïlande, j'aimerais beaucoup faire, mais surtout, j'aimerais bien me faire le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique l'Égypte, du Sud, aussi, que j'aimerais bien Sénégal. Grand-mère, elle arrête pas de parler de l'Égypte. Mm, Faut qu'on y aille ensemble pour représenter grand-mère. exactement. Mais tous les pays du continent africain qui m'attiraient pas du tout avant, m'attirent de plus en plus. Prochaine question. Je t'écoute. Veux-tu être aimé et apprécié? Et par qui? Je pense qu'on veut tous être aimés et appréciés par quelqu'un. Après, moi, il y a ma copine, il y a ma famille, mon chat, quand même. Oh, Popo. Et puis mes amis. J'ai pas beaucoup d'attentes envers les gens que je ne connais pas ou les gens dont je n'apprécie pas forcément les valeurs ou la compagnie. Mais par contre, ouais, par les gens qui m'entourent, j'ai toujours envie d'être aimé, apprécié. Et je pense que c'est très humain comme volonté. Non. Toi, tu veux pas être aimé, apprécié? Avec toi, je peux faire des blagues pas drôles. Je me sens plus libre. Le podcast en français, il sera moins écouté. Exactement. Personne ne va écouter cet épisode de toute façon. C'est juste pour nous. Surtout que là, oui, on a passé assez de temps pour qu'il y ait plein de personnes qui arrêtent d'écouter. C'est le moment de dire plein de bêtises. Oula, je suis perdue du coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui t'inspirent? Ouais, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. En personnalité, pas énormément. Il y en a quelques-unes. Je pense à notamment Laylo, qui est un rappeur-producteur qui m'inspire parce que d'un côté, il a su prendre son temps, prendre son seum en patience et continuer d'avancer. C'est un rappeur qui a mis du temps avant de se faire vraiment connaître. Ah oui, il a mis combien de temps, tu sais? Il a mis une dizaine d'années, je dirais. D'accord. Il avait d'abord commencé dans un premier label où il se disait ça y est, je vais tout casser. Sauf que le label l'avait un peu laissé de son côté. Ça lui avait pas vraiment permis d'évoluer. Il n'avait pas réussi vraiment à se faire connaître. Du coup, en attendant, il avait commencé à devenir clipper pour d'autres artistes. C'est quoi clipper? Faire les clips. D'accord. Et du coup, donc réalisateur de clips. Et du coup, il a pu développer sa musique dans son coin et arriver super fort avec un projet qui s'appelle Trinity, qui a une direction artistique rarement égalée, je trouve, dans la musique. Je m'en souviens, t'en avais parlé. C'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à la production, au mixage et tout ça. Je pense que c'est aussi pour ça que j'apprécie beaucoup ce mec et que je me retrouve un petit peu en lui. Au-delà de ça, les personnes qui vont m'inspirer, ce sera plutôt des personnes qui vont faire des petits gestes anodins, mais que je trouve d'une extrême bonté, qui va être de donner une pièce à quelqu'un qui en a besoin, d'aider une personne à monter sa poussette dans le métro, qui va se sacrifier, on va dire, pour aider quelqu'un d'autre. Ça, je trouve ça super inspirant. Et du coup, ça m'arrive d'en croiser dans la rue. Et
je trouve que c'est vraiment beau. Et je pense à mon ancien colocataire, Noé, Noé. qui lui a toujours fait passer les autres avant lui. C'est-à-dire que quand sa copine se retrouvait à 2h du matin toute seule dans Paris et qu'elle terminait le travail, il n'hésitait pas à aller la chercher, même s'il commençait super tôt le lendemain parce que voilà, il faut, hein, on n'est pas dans une ville non plus où on peut se balader tranquillement la nuit. Dès que j'ai eu des soucis d'argent, il l'a pris sur lui, il m'a payé les factures pendant plusieurs mois. J'ai mis un peu de temps à le rembourser, il m'a jamais réclamé, il m'a jamais remis ça sur le dos. Noé qui m'a recommandé le matériel du podcast. Exactement. Merci Noé. Et Noé et sa copine Anna, c'est vraiment des gens qui m'ont énormément inspiré, qui m'ont énormément appris. Et c'est un peu grâce à eux aussi que je suis la personne que je suis aujourd'hui. C'est beau. C'est beau. Hein. Et est-ce qu'il y a des personnes qui t'agacent? Et pourquoi? Énormément. Énormément de personnes qui m'agacent. C'est vrai? C'est surtout en travaillant dans la vente de chaussures. Je rencontre beaucoup de profils de personnes. Et du coup, je peux voir d'extérieur certains comportements, des mecs qui parlent mal à leurs femmes ou des choses comme ça, des personnes qui se sentent au-dessus de nous autres vendeurs. Oui, parce que vous êtes des déchets. Exactement, c'est bien connu. Ou alors même dans des gens avec qui j'ai pu travailler, des gens qui ont toujours essayé de faire des mesquineries pour s'élever socialement et professionnellement. C'est des gens qui valent pas vraiment le coup selon moi. Après, chacun a sa vie. Hein. Et peut-être que s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont leur raison aussi. Oui, c'est parce qu'ils sont malheureux. Sûrement. J'espère bien. Ils ont une vie nulle. On leur souhaite tout le malheur du monde. Si tu étais un animal, lequel? Alors, j'hésiterais beaucoup entre un chien, pour le côté manger, jouer, dormir, qui je trouve correspond assez bien à mes valeurs de vie. Ou sinon, un poisson, un animal marin. Un poisson? Ouais, parce que j'adore barboter dans l'eau. Après, quel poisson? C'est une bonne question, j'aurais pas plus d'infos là-dessus. Mais ouais, un chien ou un poisson. Quel est ton personnage préféré dans Nemo? Dans Nemo? Dans Nemo, je pense que c'est la tortue. La tortue qui transporte marin. Ah oui. C'est trop cool cette tortue. Quelle est ta couleur préférée? Le vert, mais comme la plupart des adultes, j'ai l'impression. Et le vert et le orange, on va dire. Le bleu, beaucoup de gens disent le bleu dans ce podcast. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai l'impression que tous les adultes aiment le vert parce que la nature, machin. Moi non, je n'aime pas la nature. Moi j'adore la nature. Ouais, le vert et le orange parce que le côté coucher de soleil. Rien que là, tu le vois, on est dans mon studio. Si j'éteins la lumière principale... La mort. si j'éteins la lumière principale, on a une espèce d'ambiance un peu rouge, orangée. Ah oui. Que j'aime beaucoup parce que c'est assez apaisant. J'ai l'impression de regarder un coucher de soleil. Wow. J'aime bien. Quelle est ta région française préférée? La Bretagne. C'était juste parce que je voyais le drapeau breton, c'est pas du tout une question du podcast en fait. Le podcast qui dérive complètement. Mais la question n'est pas si bête. C'est vrai. Parce que nos origines bretonnes forcément. Ah oui. Et même si toi c'est un peu moins le cas étant donné que tu faisais beaucoup de stages de danse quand t'étais plus jeune, moi j'ai vécu quasiment 2 mois par an en Bretagne. Ouais. J'ai quand même beaucoup de souvenirs aussi de la Bretagne. Et j'ai travaillé là-bas. C'est vrai. Du coup, c'était rarement des moments qui étaient très puissants, mais je m'y suis toujours très très bien senti. Quelle est ta pâtisserie préférée? La tarte aux framboises.
J'adore les framboises. Paradoxe parce que quand on était petit, on te faisait toujours des gâteaux à la framboise pour ton anniversaire alors que t'aimais pas tant ça. Oui. Et moi, on me faisait des gâteaux au chocolat alors que c'était très bon, hein. J'adore tout type de gâteaux, mais Oui. les tartes à la framboise, c'est quand même délicieux. C'est marrant, ouais. La partie de ta vie que tu as préférée jusqu'à maintenant, puisque tu es encore jeune, et que tu vas peut-être mourir à 120 ans? Je pense pas. Je pense pas manger assez équilibré, faire assez de sport pour tenir jusque-là. Mais j'ai 2 parties de ma vie que j'aime beaucoup. J'ai mon arrivée au BTS, les moments où j'ai commencé à découvrir le rap, à découvrir ce que c'est faire de la musique avec des potes. Parce que une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait de prod ni chanté à Poitiers, c'est parce que j'avais très très peu de potes qui étaient dans ce genre de musique. Mhm. Là, je me suis retrouvé dans un milieu où tous les gens que je fréquentais écoutaient du rap, Mhm. ont pu m'instruire. Noé, dont on parlait tout à l'heure, à une époque, il m'envoyait quasiment tous les jours un nom d'album à écouter. Mm. Du coup, c'est un moment où j'ai découvert beaucoup, beaucoup d'artistes que j'écoute toujours maintenant. Et c'était vraiment super, super intéressant comme époque. Et même, je me suis beaucoup, beaucoup amusé. Peut-être un peu trop des fois. Et sinon, je dirais quand j'étais en première. C'était Ah oui. c'était l'année la plus catastrophique scolairement parlant, je pense. Mais c'est Ça une valait le année... coup? Ouais, ça valait le coup. C'est une année où j'ai beaucoup rigolé, où j'ai rencontré ma copine, avec qui je suis maintenant toujours, Mhm. euh, avec qui on a fait beaucoup de soirées à l'époque, beaucoup de moments de première fois. Mhm. La première fois qu'on a été un petit peu bourré, la première fois que Mhm. j'ai fumé un joint, toutes ces premières fois-là, c'était à peu près à cette époque. Beaucoup l'alcool, la drogue. Ce podcast est interdit aux moins de 18 ans. Ce podcast est interdit à nos parents. Non, mais du coup, c'est des moments où j'ai découvert, on va dire, les aspects plus adultes de la vie, mais sans les aspects responsabilité. Et où j'avais cette espèce de liberté de... je suis assez grand, du coup, les parents, ils surveillent plus tout ce qu'on fait. On est un peu plus libre. Et c'est ce que je m'imaginais à ce moment-là de la vie d'adulte. Alors, on est très très vite remis à terre quand les responsabilités viennent parce que on a l'aspect liberté sans l'aspect responsabilité à cet âge-là. Mhm. Et du coup, c'était vraiment très agréable. Qu'est-ce qui te rend heureux? De boire un verre d'eau et de grenadine, c'est délicieux. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Être avec des gens, Être avec ta sœur, être avec ma sœur, surtout. surtout. Tu peux baisser le flingue que tu pointes sur moi, s'il te plaît? Oh non. Les animaux, je trouve, c'est un vecteur d'émotions positives qui est infini. Popo, Ouais, Pogno, coupe coupe. notre chat, Cooper, Jasper, tous les animaux que j'ai connus, c'est des... Je trouve qu'il y a une espèce de capacité folle là. Ils te donnent de l'amour, juste. Est-ce que aucun autre humain te donne gratuitement en général? C'est vrai. La nourriture, ça me rend très heureux. Euh, Puis la musique, hein. Hmm. Faire de la musique, c'est ce qui me rend, je pense, le plus heureux. Hmm. Et un jour parfait? Un jour parfait. Alors, le jour parfait, je pense que il commence par une grasse matinée. Mhm. On se lève vers 11h, je pense. Mhm. Ensuite, je prends le vélo pour aller jusqu'au Kodawari Ramen avec ma copine et puis manger un bon ramen. Mhm. Euh, Ensuite, l'après-midi, on va à la plage. Il n'y a pas de plage à Paris, mais on va à la plage quand même. Et le soir, je rejoins mes potes pour faire de la musique. Wow. Puis on fait de la musique pardon, jusqu'à 4-5 heures du mat. Hmm. Puis après, je recommence cette journée encore et encore. Extraordinaire. Est-ce que tu as l'impression de bien te connaître? Ouais, plutôt. C'est vrai que plus je grandis, plus je découvre des facettes de ma personnalité et des manières que j'ai de réagir face à des situations.
Et si je trouve que ma manière de réagir est négative, en général, j'essaye de soit plus revivre la situation, soit essayer de changer ma manière de réagir. Et du coup, de plus en plus, j'arrive à m'approcher de ce que j'appelle le bonheur. Si tu pouvais... Est-ce que je fais une description pour l'auditeur, auditrice ? Une description de... Du petit rototo que tu viens de faire sur le côté du micro. Ça va aller. Si tu pouvais rencontrer ton toi de 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Rien. Je le laisserais faire ses conneries et vivre ses mauvais moments. Et puis, je pourrais lui dire de faire telle chose ou telle chose, d'apprendre telle chose ou telle chose, mais ça lui ferait prendre un chemin de vie qui n'est pas celui que j'ai pris. Et du coup, je sais pas si j'aurais rencontré les mêmes personnes. Du coup, je préfère Ne rien dire. laisser tout en l'état, regarder de loin pour me foutre un peu de ma gueule, et c'est tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais apprendre, quelque chose de nouveau ? J'aimerais beaucoup m'améliorer dans les langues. Parler couramment anglais, japonais, c'est des choses que... Do you speak English ? A little bit. C'est des choses que j'aimerais beaucoup faire. Et sinon, m'améliorer, partout, moi. Il y a un truc que j'aimerais apprendre aussi, c'est la vie en dehors d'une maison. La vie de van, et ce genre de choses. J'aimerais trop un jour prendre un van, puis me dire, vas-y, je pars. Et je sais pas où je serais, mais j'y serais, tu vois. Je découvrirais des nouvelles façons de faire, des nouvelles personnes. Est-ce que tu as un film préféré ? Tu peux faire un top 3. Je peux faire un top 3. Tu peux faire même les 3 au même niveau du top 3. Je pense que je vais faire ça. Parce qu'en fait, les films que je vais citer, je pense que c'est ceux aussi qui sont les plus récents dans ma tête. Il y en a un que j'ai vu récemment qui s'appelle Perfect Days, que j'ai trouvé formidable. Alors c'est un peu un film de branleur qui aime bien le cinéma. C'est un film super contemplatif sur un agent d'entretien qui nettoie des toilettes au Japon et qui revit encore et encore la même journée, plus ou moins pareil. Des fois il y a des petites péripéties et tout ça. Mais il n'y a pas vraiment de début, pas vraiment de fin. C'est vraiment... on suit sa vie. Et je trouve ça trop beau et j'ai passé un merveilleux moment au cinéma. J'ai beaucoup aimé Baby Driver, je pense. Je sais pas pourquoi, c'est un film que j'ai vraiment apprécié, un film d'action classique. Mais je sais pas, j'ai passé un bon moment devant. Et je pense que c'était aussi le contexte dans lequel je l'ai regardé. Parce que c'était à l'époque où je travaillais dans l'événementiel et je devais être là au cas où. J'avais complètement oublié que tu avais travaillé dans l'événementiel. Et je m'occupais d'une salle et je devais être là lors d'une soirée. Au cas où il y a un souci, on pouvait m'appeler au talkie-walkie. Et du coup, j'étais dans mon petit bureau et je m'étais lancé ce film. Et je l'avais regardé et j'avais vraiment kiffé. Et si j'en ai un troisième, je dirais, je suis obligé de le mettre, Tempête de boulettes géantes. Qui est le film que j'ai le plus regardé dans ma vie parce que tu l'avais acheté sur son iPod. Oui. Et du coup, quand on était dans des endroits où il n'y avait pas forcément Internet, comme quand on était en Belgique, je pouvais regarder le film et quand il se terminait, le remettre à zéro et le re-regarder. Et je pense qu'il y a des journées où je l'ai regardé 3 ou 4 fois. Combien de fois en tout tu penses que tu l'as vu ? Je pense que je l'ai vu entre 30 et 50 fois. C'est pour ça que t'aimes manger ? C'est juste parce que t'as regardé trop ce film. Je sais pas si c'est ça ou si c'est l'inverse. J'ai regardé trop ce film parce que j'aimais manger. C'est incroyable. C'est vrai que c'était une autre époque. Une série préférée ? Ouais, Brooklyn Nine-Nine. Ouh. C'est une sitcom sur des agents de police. Et je la mettrais à peu près au même niveau que The Office en termes de bons moments que j'ai passés devant. Mais Brooklyn Nine-Nine, il y a un aspect différent qui, je ne saurais pas pourquoi, tous les ans, depuis 3-4 ans, je me sens obligé, dès que l'hiver approche, de re-regarder la série en entière. Wow. Là, je l'ai reterminée il y a quelques jours.
Et c'est vraiment une série que, je sais pas, je trouve ça incroyable. Alors qu'elle est vraiment simple, hein, elle est juste un peu comique, un peu émouvante, mais ça marche trop bien. Waouh. Est-ce que tu as une youtubeuse ou un youtubeur préféré? C'est sûr que j'en ai un. Après, j'essaie de réfléchir à qui gagne dans ton... qui gagne dans tout ce que je regarde. Je pense que je vais en mettre 2 au même niveau, mais pas pour les mêmes choses. Je vais mettre d'un côté Joyka pour sa personnalité, parce qu'il me fait vraiment beaucoup rire. Et, mais je trouve que ses concepts sont pas forcément toujours ceux qui me plaisent le plus. Et de l'autre côté, je vais mettre Squeezie, grand premier youtubeur français, qui du coup a des énormes moyens pour faire des énormes concepts qui sont toujours extrêmement bien réalisés. Et je pense que je vais même mettre en outsider quelqu'un que je regarde pas beaucoup, mais que je regarde que pour ses concepts aventures, c'est le youtubeur Inoxtag. Je sais pas si tu le connais toi, Non, parce pas du que tout. c'est un youtubeur qui est assez jeune, il est plus jeune que moi. Oh. Et c'est un peu genre le youtubeur des collégiens, lycéens. C'est un jeuneau? C'est ça. Dans ce qui est montré de lui par les médias, on va dire. Mais c'est un mec qui a extrêmement soif d'aventure et qui s'est mis en tête il a 1 an, en gros. Il avait 1 an pour se préparer à monter le mont Everest. Ah. Et du coup, j'aime beaucoup regarder ses vidéos d'entraînement. Oui. Parce que ces entraînements, c'est souvent des vidéos où il va faire des grandes randonnées, où il va faire de l'alpinisme. Et je trouve ça trop satisfaisant à regarder. La dernière que j'ai vue de lui, c'était celle où il faisait le G20, je crois. Le G20, c'est la traversée de la Corse, de haut en bas ou de bas en haut. 180 km, je crois, sur 6 jours. Et ça a l'air vraiment trop stylé. Depuis que j'ai vu cette vidéo, j'ai envie de faire le G20. Je sais que je suis pas du tout préparé à le faire, mais j'ai envie de le faire. On verra ça. Bon, eh bien, nous arrivons vers la fin de cet enregistrement. Déjà. Et faut que j'ai l'impression que je commence à prendre un accent belge. Vers la fin de l'enregistrement, une fois. Tu peux garder ton accent classique. D'accord. Si les personnes veulent te contacter, ce sera sur mon Instagram, lewave-du-bas, LEWAVE. Que je mettrai bien entendu dans les références du podcast. Du coup, envoyez-moi un DM si vous avez besoin d'un enregistrement, d'un mixage, d'une production. Voilà. Ou si vous voulez juste lui donner de l'argent. Exactement. Tu pourras mettre mon PayPal Exactement. dans la description. Puisque c'est également mon technicien du son, nous le rappelons. Exactement. Et que je ne peux pas rémunérer les personnes car je n'ai pas de sous. Voilà. Ton technicien du son et ton hébergeur. Et mon hébergeur, effectivement. Bon, eh bien, merci Antonin pour ce moment. Merci pour tes questions. Et à très vite, c'est-à-dire à tout de suite. Je vais simplement mettre pause. Et moi, je vais aller faire à manger. Cool.